Il va mettre les crosses ici. Il va donc venir attacher les crosses sur les barres qui sont au fond. Il va serrer. Quand il a serré, tout est bon, donc on est bien calé. Et bien dans ce cas-là, on remplit de béton jusqu'à venir faire le rattrapage nécessaire qu'on voit ici sous la platine et qui permet donc de faire le rattrapage des différences entre les différentes fondations. Normalement, on met le boulon contre boulon pour régler. Boulon au-dessus. Tu peux mettre boulon en dessous ou boulon au-dessus, ça c'est quand... Ça oui, mais là, dans ce cas-là, il va falloir que tu maintiennes aussi ta barre en bas. Oui, bien sûr. Parce que si tu mets en dessous ou au-dessus, ça va te permettre de faire un réglage ici, mais il va falloir que tu bloques par rapport à ce point-là. Oui, bien sûr. Bon, ça après des astuces, il y en a des dizaines. Chaque charpentier métallique a ses petites habitudes et il fait comme il veut. Hein. Mais le principe, c'est toujours pareil, on revient aux sources, c'est assurer la liaison verticale descendante et la liaison verticale ascendante. Une fois que ça c'est réglé, j'ai plus de soucis. Bon, voilà, ça c'était sur des tubes. Alors oui, au niveau des poteaux, les pieds de poteau, je vous avais montré déjà celui-là qui était donc une articulation. Généralement, quand on a une articulation, on n'a jamais besoin de la faire dans les deux directions. C'est très rare. On a toujours, en fait, dans le sens soit c'est un portique qui est le portique qui est dans ce sens-là, puis on a articulé dans l'autre sens. Les rotules sont très rares. J'ai une image de rotule. Malheureusement, je ne l'ai pas de près. Ça, c'est sur un stade à Paris, où on a les bracons qui viennent supporter les tribunes de stade, qui, elles, sont montées sur des rotules. Les rotules, c'est quoi? C'est une boule, dans une boîte à boules, et qui est capable, donc, effectivement, d'aller dans tous les sens. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que les dilatations au niveau du stade sont pas les mêmes. Quand il y a une partie qui est à l'ombre, l'autre elle est au soleil, donc il y a une dilatation qui est jamais régulière. Donc ces bracons qui sont ici subissent des variations en fonction des dilatations. Donc ce bracon-là, il a tendance à vouloir se promener dans ce sens-là. Et puis après, on a, quand on marque le but, il y a là-haut là. Et alors là, il y a des sollicitations dynamiques sur le stade qui fait que dans ce cas-là, on bouge dans l'autre sens. Alors là, on a les poutres là-haut qui ont tendance à tourner dans ce sens-là. Voilà, bon. Et puis, donc on se rend compte qu'on a effectivement des sollicitations en haut et en bas sur des événements, des éléments qui sont dans ce sens-là, dynamique horizontale ou verticale. Donc là, effectivement, il n'y a plus qu'une solution d'avoir une boule. Parce que bien évidemment, on peut les avoir dans les mêmes sens. Donc on tourne aussi dans ce sens-là. Ça se vend en commerce, les boules. Hein? Ça se vend en commerce. Ça se vend dans le commerce? Bonne question. Je pense pas. Je pense que ça se fabrique. D'ailleurs, en fait, ça, c'est des pièces mécano-soudées. Celle-là. Et puis les boules, non, je pense pas. Je pense que c'est tout en mécano-soudé, ça. Tu les tailles dans la masse parce que, en fait, il n'y a pas de marché. Ça t'en fait une fois de temps en temps et le dimensionnement de la pièce, il est jamais le même. Donc, alors après, il y en a peut-être des petites pour dans certains métiers, je sais pas, mais à mon avis, c'est des pièces qui sont faites à l'unité, ça. Ou des pièces moulées, peut-être même. Alors nos poutres. Alors toutes les poutres, c'est toutes les pièces donc, qui vont être mises en horizontal ou en biais et qui vont donc reprendre des charges de portance sur elles. Donc c'est tout ce qu'on peut appeler poutres, pannes, chevrons, les traverses, les linteaux, les limons d'escalier. Tout ça, je mets ça dans le paquet des... Quand je dis poutres, je mets tout ça dedans. Hein. C'est pour moi donc un élément qui est sur 2 appuis, sur 3 appuis et qui reprend donc des charges. Ah ben ça, alors ça c'est... Ça, il y a un passage, il y a forcément des gaines qui passent là. À mon avis, c'est des gaines de ventilation, ça. C'est des gaines de ventilation. Ah oui, tiens, j'aurais pu vous demander pourquoi on a fait des poutres en forme de I. De I. Pourquoi une poutre, elle est comme ça? Je dessine mal. Oui, I ou H. Pourquoi? Parce que le moment de venir-ci, on l'assemblage. Le moment de venir-ci, je l'ai au centre au centre de gravité de la poutre. Le centre de gravité, il est là. Pour l'assemblage. Optimiser? Oui, optimiser, oui, je suis d'accord. Oui. Et pourquoi optimiser? Parce que la charge est partie sur la
face extérieure, descendant jusqu'à... C'est l'inertie. Oui, c'est bien sûr, c'est un problème d'inertie. Mais quelle différence il y a entre une poutre en béton et une poutre métallique? Pourquoi une poutre béton on la fait comme ça et une poutre métallique comme ça? Par analogie, celle au milieu, c'est pas. Quantité de matière sollicitée et de matière inutile. En fait, quand on prend une poutre, si je mets une poutre sur deux appuis, vous êtes d'accord avec moi, vous avez la partie supérieure qui est comprimée, la partie inférieure qui est en traction, et vous avez une fibre neutre qui ne travaille pas au milieu. Donc cette fibre ici, ça ne travaille pas. Donc ici, vous travaillez en compression, ici, vous travaillez en traction. Quand je prends une poutre en béton, en fait, tout ça, ça ne travaille pas. Ça ne sert à rien. Donc le I, il vient uniquement de ce phénomène. C'est de se dire en métal, c'est très lourd le métal, donc j'en mets pas, donc je mets là où j'en ai besoin. Et ça conduit à quoi? À comprendre que quand vous avez, pourquoi on fait des poutres treillis? Bah, tout simplement parce que en fait on veut avoir une membrure comprimée, une membrure tendue, et puis quelque chose au milieu qui fait que ça reste avec la même distance entre les deux. Voilà, donc ça conditionne des modes constructifs très variés. À la différence, je dirais, de la problématique du béton armé, qui en fait, lui, a un problème, c'est de dire j'arrive et je remplis. Et si je commence à vouloir avoir un moule de cette forme-là, il va falloir que j'ai un système pour pouvoir le démouler. Sur un chantier, je ne pourrais pas faire ça. Bon, ça se fait en usine, hein, il y a des poutres... vous avez déjà vu des poutres béton qui ont déjà une forme de I. Mais parce que le moule, à un moment donné, je suis obligé de l'ouvrir en deux. Quand vous êtes sur un chantier, vous faites quoi? Vous faites une baignoire et vous remplissez. Hein. Donc il y a du béton surabondant qui ne sert à rien et qui est donc utilisé. Donc ça, quand on a compris ça, on comprend déjà plein de choses. C'est ce qu'un architecte, on ne lui apprend pas. Et il ne peut pas comprendre. C'est ce qui fait que dans l'image que je vous avais montrée la dernière fois, où vous avez ce bâtiment avec les planchers qui sont suspendus, et puis pour suspendre tous les planchers qui sont inférieurs, on utilise la poutre supérieure de dernier étage et la poutre inférieure pour faire une triangulation. Donc en fait une méga poutre de la hauteur d'un étage. Et comme l'avantage, c'est qu'effectivement, comme on n'a que des diagonales, il y a toujours la transparence à travers. On aurait pu, si on avait voulu faire du béton, on aurait très bien pu dire, ça on peut le faire aussi, par exemple avec un voile béton plein, avec des aciers à l'intérieur, de telle manière à reprendre les charges ponctuelles, on pourrait se faire avec du béton aussi. Ouais. Pas les tirants c'est de l'acier, le béton ne sert plus à rien. Donc voilà, donc j'en étais donc sur mes poutres, et l'inconvénient à la base d'un profilé en I, c'est qu'il est à inertie constante. Quand on fabrique, c'est fabriqué dans un laminoir, vous avez vu, et donc quand j'ai une forme au début, j'ai la même forme à la fin. Quand on fait des PRS, on est capable de faire des inerties variables. Quand on a des efforts qui transitent dans l'acier, on est capable aussi de rajouter des renforts où on en a besoin. Par exemple ici, on a le principe d'une poutre qui est de cette hauteur-là, plus une deuxième qui est dessous. Alors je ne sais pas comment sont les charges là-dessus, hein, donc je ne vais pas détailler, ça c'est juste une image pour vous montrer. Mais à un moment donné, vous pouvez fabriquer votre élément en fonction de la nécessité du calcul. Et ce qu'un architecte ne sait pas, mais qu'un ingénieur doit savoir absolument, c'est quand vous fabriquez une pièce et sa forme est conditionnée par le calcul, elle est belle. Elle est belle. Une pièce dimensionnée, qui a été faite par le calcul, elle est forcément jolie à l'œil. Donc ça, c'est un truc intéressant. Un architecte, lui, il part, il ne sait pas. Alors il fait n'importe quoi, et puis il y a des trucs, il faut, bon, pas terrible. Prenez un ingénieur, faites le diagramme des forces, et puis vous allez avoir votre poutre, elle va se dessiner, votre poteau, il va se dessiner, tout va se dessiner sans aucun problème. Alors qu'est-ce qu'on a comme type de poutre? On a les poutrelles, celles dont on vient de parler. Les PRS, j'en ai parlé aussi un petit peu, qui peuvent donc permettre d'avoir des inerties variables, comme celle-là par exemple. Alors, pour les encorbellements, c'est bien, pour les porte-à-faux, c'est quand même génial. Et puis vous avez les poutres alvéolaires, qui sont les poutres avec des trous. Alors, ces poutres-là sont très intéressantes à plusieurs titres.
Non seulement, par exemple, dans le tertiaire, elles permettent d'avoir d'avoir le passage de tous les éléments, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir ce qu'on appelle le plénum, c'est-à-dire en fait un espace réservé pour le passage des gaines sous les poutres quand on a du béton. Faire des trous en béton comme dans du béton comme ça va commencer à être un peu compliqué. Hein? Pour passer les aciers, ça va être un peu difficile. Donc c'est les trois grandes gammes. Il a un effet, les vides dans le... Comment on fait les vides? On va y venir. Il a un effet sur la résistance. Ah bien sûr. Ah oui. Évidemment qu'il y a une influence. Mais on va y venir. Alors c'est ici où c'est le dernier jour où j'en parlerai plus en détail. Il y a effectivement une différence. Alors voilà, je vais vous montrer comment on fabrique une poutre alvéolaire. Vous partez en fait d'un profilé classique. Ici il est couché. On a un profil en H qui est couché et on va faire des découpes en demi-cercle, vous voyez, à l'intérieur. Voilà la découpe, elle a été faite à l'oxydrique. Vous les voyez. Et puis après, on enlève la partie au milieu. Et donc l'intérêt, c'est de prendre après cet élément-là et venir l'amener ici. Et de ressouder. Quand vous avez compris ça, vous avez, hop là, voilà, je les ai décalés et je les ressoude. Donc en fait, avec une poutrelle, par exemple une poutrelle de 300, je vais être capable de faire une poutrelle alvéolaire de 450. Donc j'ai augmenté de l'inertie sans avoir acheté du métal en trop. Alors bien sûr, après, il faut se dire, oui, mais alors ça a quand même un coût de faire les découpes, de refaire la soudure. Donc les chutes, il n'y a pas grand-chose. Il y en a un petit peu, je suis d'accord, il y a un petit peu de chute. Mais par rapport aux gains, les chutes sont négligeables. Si j'avais acheté une poutrelle de 450, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher qu'une poutre de 300. Donc là, je vais gagner. Mais il y a donc un ratio à un moment donné. Le ratio, il se situe entre 10 et 12 mètres. C'est-à-dire que si j'ai une poutre de 18 mètres, si je fais de l'alvéolaire, je sais que je vais gagner de l'argent. Si j'ai une poutre de 10 mètres, en France, ça ne va pas être rentable. Ici, peut-être plus parce que le soudeur, il coûte moins cher. Mais donc les ratios économiques en France ne sont pas les mêmes au Maroc. Hein, donc tous ces calculs sont un peu à revoir. Donc voilà l'intérêt. Alors hop, j'étais là. Les voilà donc utilisés par exemple en toiture. Ça, dans les centres commerciaux, ça marche très bien. 40 mètres de portée. 40 mètres de portée pour faire ce genre de choses. Ça change pas la portée des... Alors en toiture, il n'y a pas. Si tu es en toiture, tu n'as jamais que les charges climatiques à reprendre, donc pas grand chose. Si effectivement tu veux faire un plancher avec une tonne de résistance au mètre carré, tu vas avoir des soucis. Donc on comprend bien sur ce genre de choses que moins j'ai de charge, plus je vais pouvoir faire des trous importants et resserrer. Plus j'ai de charge, plus il va falloir que je diminue le trou et que j'écarte un peu plus les trous, l'espacement, de telle manière à avoir quand même un peu de matière au niveau de lame pour éviter d'avoir le voilement. En revanche, si j'ai un appui ponctuel, rien ne m'empêche de ressouder deux voiles, éventuellement de reprendre un rond et de le ressouder pour boucher un trou. Donc on est capable de faire plein de choses. En fait, le calcul et les besoins de matière sollicitée, enfin la matière sollicitée, on est capable de l'identifier à tous les points particuliers de la poutre, de le calculer et éventuellement donc, quand on a gagné dans 90% des cas avec ces poutres-là, on a gagné, on a fait une économie, rien n'empêche, je dois peut-être avoir des images, je ne sais plus, rien n'empêche d'aller rajouter les petits renforts complémentaires qui feront que ça passera au point particulier. Après soudure, est-ce que c'est toujours homogène? Si c'est pas homogène, c'est que la soudure est mal faite. Une soudure, j'aurais dû le dire, une soudure, c'est comme s'il n'y avait rien. C'est comme si c'était la continuité de matière parfaite. Si c'est pas le cas, c'est que la soudure n'est pas bien faite. Alors bien sûr, les contrôles, pareil, je fais la soudure du pied de la chaise, là, je ne vais pas demander les mêmes garanties que si je fais le pont du TGV.